Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Karine Oriotte, journaliste, monsieur Raphaël Goma, enseignant-chercheur et enfin Malik Acher, notre éditorialiste. Place à présent à l'économie, avec le Tchad qui est sur la bonne voie pour sortir de la crise économique et financière qu'il traverse depuis quelques années. Et pour cause, les mesures d'austérité prises par le gouvernement commencent à porter leurs fruits, selon bien sûr les autorités. Les précisions dans ce reportage de Mahamat Ramadan, correspondant au Tchad. Plus de 6 mois après leur mise en œuvre, le gouvernement évalue les mesures d'austérité mises en place pour faire face à la crise économique et financière que traverse le pays. Pour les autorités, les réponses d'urgence du gouvernement pour limiter les dépenses publiques commencent à porter leurs fruits. Les structures étatiques s'adaptent progressivement à la nouvelle politique budgétaire qui consiste à réduire substantiellement les dépenses de l'État. Il y a une phase où effectivement les mesures ont été très ponctuelles et elles ont été mises en place. Il y a une phase également de conscientisation et de sensibilisation qui a été faite. Et je crois que maintenant, justement, les Tchadiens ont compris la nécessité de ces réformes et accompagnent justement d'une manière substantielle et d'une manière décidée également la mise en place de ces mesures. Selon la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Madeleine Alengue, les discussions avec les partenaires sociaux sont très avancées et très encourageantes. Par ailleurs, la politique du gouvernement de réinvestir dans le secteur agropastoral pour diversifier l'économie du pays est sur la bonne voie. Il y a tout un autre aspect qui est la remobilisation et le réinvestissement dans des secteurs clés qui sont justement la base de notre économie, qui sont l'agriculture, qui est l'élevage, qui nous permettent justement de fonder une économie beaucoup plus solide, dans une logique de mettre des dispositifs qui nous permettent de répondre à une crise qui n'est pas tchadienne. Pour les autorités tchadiennes, les retombées des mesures d'austérité du gouvernement sont lentes mais progressives parce que la crise économique que traverse le pays est issue d'un processus très long et de portée internationale. Nous réfléchissons sur des approches globales en prenant en compte des réalités économiques de notre pays pour relancer le développement du Tchad, disent-elles. Malik, pensez-vous que ces fameuses mesures, au nombre de 16, ces mesures d'austérité prises par le gouvernement sont réellement efficaces pour remédier à cette crise économique tchadienne ? Alors, il y a deux choses. Vous savez, quand vous êtes obligé de faire des coupes budgétaires, certains gouvernements planchent pour justement l'austérité. Le problème de l'austérité, c'est que ça coûte cher aux couches les plus défavorisées et je pense que ça peut justement raviver certaines contestations sociales à juste titre. Cette population du Tchad finalement qui n'a pas forcément toujours vu cette redistribution des richesses de cet État qui est un État pour la plupart sur le plan économique, qui est un État assez rentier et qui a misé notamment sur l'économie extractive, notamment les mines. Donc, ce qu'il faut, c'est véritablement la transformation de l'économie. C'est structurel, hein, c'est un problème latent. Mais est-ce qu'elle est vraiment réorganisée, cette économie, aujourd'hui, vous savez, au vu de ces mesures ? C'est très difficile parce qu'on est en amorce d'une phase. C'est-à-dire que le Tchad... Alors, les autorités montrent une certaine volonté justement de transformer cette économie. Mais on est au début d'une phase. Et c'est souvent douloureux quand vous transformez l'économie. C'est qu'il y a des coupes budgétaires qui doivent être faites. Il y a des contestations sociales qui parfois sont très violentes. Donc, il y a en fait le Tchad est dans une voie assez restreinte. C'est-à-dire, certes, mener cette restructuration de l'économie, mais en même temps protéger la population. Et parfois, on est obligé justement de pencher vers l'un ou l'autre. On ne peut pas, je pense qu'il faut être lucide. Il y a certes un discours de vérité qu'il faut tenir, mais il y a aussi un discours aussi auprès de la population de confiance qu'il faut envoyer. Parce que cette population, elle est inquiète. Parce que pendant des années, elle n'a pas vu
forcément, ces conditions s'amélioraient. Donc c'est vraiment on est vraiment dans une période assez délicate, pas que pour le Tchad. Mais pour rester sur le modèle du Tchad, est-ce que le Tchad va renouer, en tout cas dans quelques années, avec cette croissance économique dont il a joui il y a quelques années? Le Tchad, certes, a connu une croissance économique, mais c'est une croissance économique, je dirais, superficielle, parce qu'elle était liée justement à l'augmentation des prix du brut, à l'augmentation des prix de certains minerais sur les cours internationaux. Donc cette croissance, elle était là. C'est une fausse croissance, c'est assez bizarre de nuancer, dire. alors. C'est une croissance à nuancer. Pourquoi? Certes, il y a eu des travaux, il faut dire, il y a eu des grands travaux qui ont été menés au Tchad. Mais justement, on a l'impression que l'investissement public s'évapore parce qu'on ne privilégie, on n'a pas privilégié, l'investissement privé, par exemple, ou du moins la diversification économique. On a misé sur le développement social, certes, mais il fallait aussi, pendant ces heures, je dirais, glorieuses du Tchad, privilégier la diversification. Ça n'a pas été fait et c'est le cas de nombreux pays rentiers. Maintenant, nous verrons bien comment les coupes budgétaires vont encore se mettre en place par rapport à certains secteurs. Au Tchad, le problème, c'est est-ce que la population ne va pas encore souffrir de ces coupes budgétaires? Peut-être une dernière question avec Madame Oriot. Que faut-il faire pour, d'après vous, réduire cette dépendance? En tout cas, pour le Tchad, c'est dépendance au vu de l'exploitation du pétrole de Doba, le pétrole qui est extirpé au Tchad. On l'a dit, et puis ça a été soulevé dans votre reportage, au-delà de la communication politique qu'ils ont mis en place, effectivement, pour dire qu'ils sont en train de faire des réformes pour rebooster, effectivement, l'économie du pays. Je pense qu'il faut développer le secteur agricole et puis et l'élevage. C'est important et il serait important que le gouvernement, en tout cas, y mette les moyens pour développer ces secteurs-là, parce qu'on sait très bien que le Tchad est un pays qui souffre de sécheresse, qui souffre de famine aussi, et que s'ils ne font pas ça, ils ne s'en sortiront pas. On va parler à présent du Rwanda, où dans les bus de la capitale rwandaise, Kigali, le traditionnel ticket payé en espèces est voué à disparaître tout simplement, sous l'impulsion du gouvernement rwandais qui mise notamment sur le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour stimuler la croissance et développer les transactions électroniques. C'est-à-dire que les Kigaliens et les Kigaliennes doivent désormais utiliser des cartes magnétiques prépayées pour payer la plupart de leurs trajets en bus. Explication dans ce reportage de Liva Diakotan, notre correspondant au Rwanda. Au Rwanda, les bus de la capitale Kigali ont jusqu'à fin mars 2017 pour installer le système de paiement par carte dans les transports publics. Nous sommes ici à la gare de Nyabugogo, au sud de Kigali. De nombreux passagers, munis d'une carte bleue claire, la font passer devant un lecteur électronique et montent à tour de rôle dans le bus pour leurs différentes destinations. L'utilisation des cartes magnétiques pour voyager est une très bonne initiative. Je suis très content car il y aura plus de transparence, de rapidité et de sécurité. C'est une initiative salutaire, mais un jour j'ai oublié ma carte à la maison et j'ai été vraiment embarrassé. Heureusement, un ami avait assez d'argent sur sa carte magnétique, donc il a payé pour nous deux et après je lui ai remis la somme en espèces. Ça risque alors de ne pas être vraiment pratique. Royal Express a été créée en 2007 et est l'une des 3 compagnies de transport urbain de Kigali. Elle est la 2e société de transport à adhérer à cette innovation en juillet 2016. 7 de ces 8 lignes expérimentent déjà le système des cartes magnétiques. Comme c'est un nouveau programme, il y a les gens qui ne sont pas au courant, surtout les gens qui viennent en dehors de la ville de Kigali. Ça se trouve comme une nouvelle chose. Alors, comme inconvénient, c'est toujours à expliquer les gens l'utilisation de ces cartes, l'avantage, tout ça. Notons que AC Group, une société rwandaise spécialisée dans les technologies, est l'initiatrice de cette innovation. Le coût de la carte magnétique est de 500 francs rwandais et rechargeable dans différents endroits de la ville. Monsieur Goma, on voit au Rwanda, l'économie est dopée par les nouvelles technologies de la communication et ça se sent visiblement de jour en jour. Pour vous, ce rêve de devenir un Singapour africain, c'est un rêve ou une réalité qui se profile? Non, moi je dirais que c'est pas un rêve, hein, c'est une réalité. Je pense que c'est
cette dynamique a été impulsée par le président Kagame. C'est vrai qu'il a des mauvais côtés, je n'en disconviens pas. Mais sur le plan économique, moi je discutais avec son chargé d'affaires qui s'occupait de la zone Europe, qui était en Belgique. J'étais parti en Belgique, j'ai discuté avec lui. Et il me dira, Monsieur Goma, vous savez, la génération qui est rentrée au pays, c'est des gens de la diaspora. Ces gens-là sont rentrés avec beaucoup d'initiatives et des idées nouvelles. Et c'est cette génération qui était à l'extérieur qui est en train d'apporter l'innovation dans ce pays-là. Et c'est pour ça qu'on voit chaque jour, il y a quelque chose qu'ils apportent. Moi, je crois que c'est une initiative très intéressante. Et ça permet de conscientiser aussi les gens. Vous savez, chez nous en Afrique, souvent, il y a ce qu'on appelle une certaine gabégie. Prenez un bus, mettez quelqu'un qui encaisse de l'argent, ben, il vous donnera peut-être les 2 tiers, mais le 1 tiers, donc on favorise la lutte contre la corruption. Voilà, on lutte, effectivement, c'est une façon aussi de lutter contre la corruption, mais aussi conscientiser les populations sur, disons, le citoyen rwandais de demain. Et je crois que c'est bien, c'est encouragé. Karine, faut le dire, hein, ces innovations, elles modifient les habitudes finalement de ces Rwandais. Est-ce que la population s'assimile sans difficulté à ces nouveaux modèles, pas imposés, mais apportés dans le Voilà, visiblement, je pense que le conducteur disait qu'il n'y a pas eu assez de communication pour accompagner ce changement dans les habitudes de consommation. Mais c'est plutôt une très bonne chose, comme l'a dit Monsieur Goma. Non seulement ça permet la conscientisation, mais ça permet également de lutter contre un certain détournement de fonds, en tout cas de ces fonds-là. Et c'est plutôt très bien. C'est une vraie modernisation, en tout cas des services publics, des transports. Et donc c'est plutôt à saluer, oui. Malik, est-ce que les autres pays vont suivre et finalement qu'est-ce qu'ils attendent pour continuer à perdurer ce type de modèle ? Écoutez, je me le demande comme vous, Diarra. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que le Rwanda est véritablement un exemple. Il faut le dire. Et puis, c'est-à-dire qu'on a véritablement une vision ici. Alors, au-delà des opinions qu'on peut avoir sur la politique qui est menée au Rwanda, il faut dire quand même que le président Kagame réussit dans beaucoup de domaines. Et là, c'est-à-dire qu'il y avait une véritable vision, une véritable envie de modernisation du pays. Et là, cette opération en est la preuve concrète. Moi, je pense que les Rwandais quand même ont cette capacité de résilience extraordinaire. Ils reviennent de loin et ils s'adaptent au monde d'aujourd'hui et c'est quelque chose qu'on peut louer. Voilà, exactement. C'est la question qu'on peut se poser. D'ailleurs, il faudra dire que c'est un pays qui sort de la guerre en 1994. Mais il faut voir les progrès accomplis depuis. Je crois que vraiment, c'est très encourageant. Mais il y a le sentiment d'unité nationale qui effectivement ressort beaucoup dans oui, dans il y a en fait un peu le nationalisme aussi, fier d'être rwandais et de faire des choses pour son pays. Et cet aspect, c'est à souligner effectivement, je crois. On va parler à présent de notre chiffre du jour qui correspond à 12 millions. 12 millions d'hectares déboisés seront reboisés d'ici à l'année 2030 au Cameroun. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le gouvernement camerounais vient de prendre l'engagement de restaurer cette superficie totale à l'horizon 2030. L'engagement du Cameroun s'inscrit dans un effort mondial visant, rappelons-le, à restaurer 150 millions d'hectares de terres dégradées et déboisées d'ici à 2020 et 350 millions d'hectares d'ici 2030. Karine, vous êtes camerounaise. Je vais vous poser la question directement. Ça va être un engagement, un bel engagement. Est-ce qu'il sera respecté d'après vous ? Non, mais il ne sera pas respecté. Et pour moi, c'est un leurre. On détruit largement des arbres, des forêts, pour dire on va replanter. Mais non, ce n'est pas ça. C'est pas ça préserver la nature. Je suis désolée, c'est pas ça lutter contre la déforestation. Il faut déjà qu'ils arrêtent avec la surexploitation de toutes ces forêts dans l'est du Cameroun et partout, et qu'ensuite ils se comportent un engagement comme ça. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Monsieur Goma, est-ce que vous êtes d'accord ? Le Cameroun qui veut reboiser 12 millions d'hectares déboisés à l'horizon 2030. Oui, je crois que ce sont des incantations. Vous savez, dans ces États-là, effectivement, on veut se donner bonne conscience, mais il faut dire aussi que pourquoi nos forêts sont surexploitées. Et puis il faut dire aussi qu'il y a un problème énergétique. Vous savez, beaucoup se chauffent avec du bois. On fait de la cuisson avec du bois. Et donc on est amené à déboiser. Mais sur le plan moral, si déjà on peut dire, sur le plan moral, je disais que c'est déjà une bonne initiative, notamment pour dire aux populations, effectivement, que faisons un effort
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans un siècle où nous avons le changement climatique est visiblement... voilà, il y a le un problème, ce n'est changement. pas les populations, Monsieur Goma, parce que moi, je sais que, par exemple, dans le village de ma mère, quand on coupe un arbre, on ne procède pas comme ça de façon anarchique pour couper un arbre. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une vraie valorisation de l'arbre, de la forêt. On sait ce que c'est. Donc, je pense que le problème, ce n'est absolument pas les populations qui savent à quel moment... Mais il faut des mesures concrètes. Bien sûr. Non, excusez-moi, non, c'est pas pour lancer la polémique, mais je vais dire quand même qu'ils font des efforts. Moi, je combats souvent le gouvernement du Congo, mais n'empêche qu'au Congo, il y a une journée qu'on appelle la journée de l'arbre. Et je crois qu'il y a des initiatives qu'il faut encourager. Il est vrai que, bon, il y aura certainement une masse d'argent qui sera détournée ailleurs en disant, bon, voilà le plan que nous mettons en place. La majorité d'argent n'ira pas dans ce plan, mais au moins l'initiative, l'intention, elle est bonne. L'intention est bonne. Voilà. Malik, est-ce que finalement, ce gouvernement qui annonce 12 millions d'hectares déboisés le fera ou pas? Moi, je vais aller au-delà. Je pense qu'il faut... Vous savez, c'est un bien commun. La forêt subtropicale, notamment au Cameroun, au Congo et dans cette partie de l'Afrique australe et centrale, c'est un bien commun, c'est le bien de l'humanité. Il y a des choses qui sont faites pour l'Amazonie et je ne vois pas pourquoi cette cause africaine ne réunit pas l'ensemble des pays sur cette terre. Parce que la biodiversité au Cameroun, c'est le bien commun de toute l'humanité. Pourquoi? Parce que sa fonction est nécessaire dans la régulation des climats et justement de la question du changement climatique. Donc moi, j'ai bon espoir que ça se fasse. Effectivement, l'incompatibilité de certaines activités par rapport aux annonces fait qu'aujourd'hui, on se demande effectivement si ça va être mis en place. Mais il faut, je pense, internationaliser cette question-là parce que la question au Cameroun, c'est une question internationale. La COP21, c'est un peu l'idée. C'est un peu ça, mais pourquoi alors? On a 50 plans. On a un plan pour le reboisement, on a un plan pour la préservation des espaces forestiers. On n'y voit plus rien dans cette politique. Alors il faudrait mettre un peu d'ordre et effectivement prioriser certaines questions et justement les internationaliser via des conférences, mais qui donnent un peu plus d'actions concrètes que d'annonces. Des paroles aux actes. Voilà, mobilisons-nous pour. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mercredi sera consacré à l'école polytechnique de Thiès au Sénégal. Je vais donc procéder au remerciement de nos invités. Merci à vous Karine Oriol, rappelons que vous êtes journaliste. Merci à vous également Raphaël Goma, vous êtes enseignant-chercheur. Merci bien. Et merci bien sûr à Malik Asser, notre éditorialiste. C'est un plaisir. Et bien sûr, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'Africa Newsroom sur Africa 24.